Bonjour à tous. Merci d'être là pour ce webinaire. Dans un premier temps, on va se présenter avec Jeanne. Moi, c'est Clémence, je suis Talent Acquisition Manager chez Stefmi. Donc, moi, j'ai un but de recrutement en interne dans notre entreprise. Stefmi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de mise en relation entre des jeunes indépendants et des entreprises pour la réalisation de missions ponctuelles. Et du coup, toi, Jeanne. Moi, je suis du coup Jeanne, je suis Experience Manager chez Elinoy. Alors Elinoy, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un acteur du recrutement. On accompagne nos partenaires dans la recherche sur des jobs plutôt digitaux et entrepreneuriaux. Et en parallèle, on a développé un incubateur. Donc, dans cet incubateur, nous avons accueilli à peu près 8000 talents. Et en gros, notre vision, c'est d'accompagner ces talents, de les aider réellement dans la recherche de leur emploi et via une expérience vraiment différenciante. Et d'où mon rôle qui est Experience Manager chez Linoy. Le but, c'est de vraiment garantir l'expérience des candidats au sein de notre incubateur, mais aussi lors des process avec nos partenaires. Et pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est parce que du coup, à travers ce prisme d'expérience, on a développé une méthode de qualification de nos candidats qui nous permet de créer vraiment du lien avec eux dès le début, tout en réussissant à aller chercher toutes les informations dont nous avons besoin pour bien les qualifier. Voilà. Donc, c'est vrai que pour nous, c'était assez important de faire ce webinaire puisque la plupart du temps, le screening téléphonique, en fait, est assez parfois un peu délaissé dans ce côté expérience candidat. En effet, il est souvent utilisé un peu plus comme une checklist que comme vraiment apprendre à connaître le candidat, créer cette expérience, alors que ça doit être fait dès le départ. Et pour le coup, c'est hyper important puisque l'utilité du côté du recruteur comme du côté du candidat est assez importante. Alors, je ne peux pas passer à la slide suivante. Voilà. Donc, l'utilité pour le recruteur, c'est quoi? C'est que dans un premier temps, en tant que recruteur, vous avez évidemment présélectionné vos CV, vos candidatures. On est toujours dans une technique d'entonnoir ici avec ce screening téléphonique, puisque ça va vous permettre, là, au-delà de voir des CV, de vous dire avec qui vous avez eu un match, quelles sont les personnes qui conviennent un peu au poste. C'est évidemment de vérifier les compétences techniques, notamment pour des métiers qui nécessitent de les connaître, typiquement des développeurs, des graphistes ou autres. Et c'est un peu d'étayer un peu cette zone de flou, ces zones d'ombre qui sur le CV en fait sont pas forcément marquées. Où on va avoir par exemple pour un dev, je sais maîtriser PHP. Ouais, c'est bien, mais c'est-à-dire à quel point, quel est ton niveau, ta maîtrise, etc. Donc, ça va permettre de savoir ça. Ça va permettre aussi de savoir les connaissances sur l'entreprise et le poste. C'est hyper important parce que ça permet de voir l'engagement du candidat chez vous. Moi, je sais que chez Stefmi, ce que je fais généralement quand je dis au candidat, c'est un petit peu de voir, de lui demander, est-ce que tu peux m'expliquer Stefmi? Le but, c'est que je ne m'attends pas à ce qu'il me sorte tout l'historique, mais qu'il me sorte au moins une phrase qui résume un peu Stefmi, qui on est, ce qu'on fait, dans quel secteur on se situe. Et c'est là où je vois un peu les personnes qui sont vraiment intéressées au poste et à notre entreprise, ou à contrario, pas du tout. Et du coup, là, je pourrais un petit peu aussi voir en fonction. Évidemment, les qualités savoir-être, on y reviendra un petit peu par la suite, mais là, c'est tout ce qui va être vraiment un petit peu du langage non verbal. Donc, c'est-à-dire si vous voyez que votre interlocuteur est souriant dans sa manière de structurer le discours, etc. L'utilité aussi maintenant du côté du candidat. C'est vraiment, faut le savoir, c'est ce premier contact déjà avec l'entreprise, le premier contact humain qu'il a. Donc là aussi, attention à vous, recruteurs, c'est hyper important dans votre manière de vous exprimer aussi, de faire attention à votre attitude. Parce que comme vous êtes le miroir de votre entreprise, plus vous êtes dynamique, souriant, etc., plus ça va engager votre candidat. Et donc, ça va lui permettre aussi, ce premier call, de décrypter un peu l'univers de l'entreprise, de bien comprendre la fiche de poste, parce qu'il peut y avoir des zones d'ombre, il peut y avoir des questions pour qu'il puisse bien se projeter, bien comprendre dans le poste, mais aussi poser ses envies et ses attentes, puisque un candidat en fait a un passé. Et du coup, il y a peut-être des choses qu'il n'a plus envie de vivre. Il y a peut-être des choses, justement, aujourd'hui, qu'il a envie de chercher, d'exploiter. Et ça va permettre de ça va
permettre ce screening téléphonique pour lui de dire, ah, bah, voilà, moi aujourd'hui, voilà ma personne, voilà ce que j'attends aujourd'hui dans mon nouveau poste. Donc voilà, le screening a ces deux utilités pour les parties, mais avant tout, il faut bien définir le profil. Et toi, bah, du coup, Jeanne, comment vous faites en fait chez Illinois pour bien définir le profil en amont? C'est vrai que c'est hyper important pour nous, d'autant plus que nous, on n'est pas forcément dans l'entreprise, donc c'est d'autant plus important de vraiment bien cerner l'essence du rôle, l'essence de l'entreprise, l'essence de l'équipe pour laquelle on va aider le manager à recruter. Mais je pense que c'est aussi extrapolable pour tout RH parce que définir bien le besoin, en fait, va complètement vous aider à être hyper autonome et à vous émanciper de la relation parfois un peu prestataire qu'on peut avoir avec les managers au sein d'une entreprise et vous mettre sur un plan d'égalité, voire même pouvoir montrer votre expertise en tant que recruteur parce qu'après tout, c'est votre métier, c'est pas le métier du manager. Et donc, c'est le moment hyper important à avoir avec le manager pour vraiment vous poser, vous aligner, avoir la même stratégie et derrière pouvoir être complètement autonome et créer un vrai lien de confiance avec ce manager. Donc, dans un premier temps, je pense que vous avez déjà tous entendu parler des scorecards. Donc, c'est un peu le b.a.-ba du recruteur qui demande en fait au manager, avant la réunion du challenge, de mettre à plat quelles sont les missions, quels sont les objectifs, les compétences et les qualités qu'on va attendre du candidat. Et ainsi de se poser vraiment en amont sur c'est quoi le besoin du manager. C'est seulement grâce à cet exercice que d'ailleurs on peut créer la job description, on peut créer tout le vocabulaire, trouver les axes différenciants de ce poste, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose, une étape qui est indispensable. Donc si vous ne le faites pas, je vous invite vraiment fortement à le faire. Mais je pense que pas mal d'entre vous le font déjà. Mais cette scorecard, c'est pas tout en fait. Ce qui est hyper important aussi, c'est l'échange que vous allez avoir autour de cette scorecard avec le manager. Donc vraiment, prenez-vous 1 heure, une bonne grosseur, et faites le ping-pong avec le manager. L'idée, c'est vraiment le but est un peu triple, si vous voulez. La première raison, c'est évidemment de vous-même vous approprier à 100% le rôle pour lequel vous allez aider le manager à recruter. Que ce soit votre rôle à la fin, que ce ne soit pas juste, d'autant plus quand les métiers sont très techniques, une liste de critères à remplir que le manager a décidé et que vous n'avez pas l'occasion de challenger. L'idée, c'est de comprendre pourquoi le manager a choisi ces critères. Et est-ce que vous êtes d'accord en fait avec ces critères-là? Si vous n'êtes pas d'accord, en fait, c'est le moment de le challenger, de faire le ping-pong avec lui pour venir avec une liste de critères qui vont être le plus simple, le plus activable possible pour vous. Et peut-être même vous mettre d'accord sur 3-4 personas que vous allez tester pendant surtout le premier temps du recrutement. Si vous n'êtes pas forcément d'accord sur tous les critères ou si votre manager cherche un mouton à 1000 pattes, l'idée c'est de peut-être définir des clusters de critères et de se dire on va tester ce persona-là, ce persona-là, ce persona-là et de lui montrer en fait votre méthode de recrutement pour qu'en fait il soit d'accord avec le côté je vais tester avec toi, je vais te donner tous mes retours, on va être en communication permanente et on va itérer le temps de trouver vraiment le persona clé qui va nous permettre de trouver la bonne personne pour ce rôle. Donc c'est vraiment super important de se mettre d'accord avec ça. Et deuxième raison, qui est peut-être un petit peu plus subtile, c'est aussi de se dire, le mieux c'est que si vous vous déplacez en fait dans l'équipe, dans le département du manager pour faire ce point, pour que vous puissiez vraiment cerner, on va dire, l'ADN de l'équipe que vous allez essayer d'étoffer avec ce recrutement. Parfois, les managers ont des critères qui ne sont pas du tout conscientisés. Je vais vous donner un exemple. On a recruté pendant pas mal de temps pour une entreprise qui nous avait donné des critères très académiques. Il faut que ça soit top 3 école de commerce, qu'il ait déjà une expérience dans le software, etc., etc. C'était très froid. Et donc, on a évidemment rempli le pipe comme ils le voulaient, etc. Et finalement, on n'a pas réussi à recruter pour eux, mais ils ont recruté 2 personnes en parallèle qui n'avaient rien à voir avec ces critères-là. En termes d'académie, en termes d'expérience, on n'était pas du tout dans les critères qu'on nous avait donnés. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils cherchaient vraiment des personnalités. Parce qu'au sein de cette entreprise-là, tout le monde avait une personnalité forte, tout le monde était motivé, engagé dans la mission et dans l'entreprise. Et c'était ça, en fait, leur vrai axe différenciant. Mais étant donné que tout le monde le partageait, ils n'avaient pas conscientisé que c'était finalement le critère numéro 1 pour eux. Et donc ça, en vous plongeant aussi dans l'équipe et dans l'esprit d'équipe et dans l'ADN de cette équipe, vous pouvez vous-même vous rendre compte avec votre point de vue extérieur, presque de consultant, de ce qui fait en fait une bonne recrue pour cette équipe-là. Je ne sais pas si tu as des trucs à ajouter, toi, Clémence. Non, je pense que voilà, faut vraiment se dire que vous êtes dans une relation partenariale avec le manager, en effet, et que si à un moment vous voyez que le manager va vraiment trop loin dans sa demande ou que c'est un peu écarté,
c'est à vous aussi de le remettre en question, de le pousser dans ses retranchements pour essayer vraiment de comprendre parce que c'est vous en fait qui recrutez au quotidien, c'est vous qui connaissez un peu les candidats, le marché et c'est à vous aussi vraiment de voir avec le manager parce que cette étape elle est primordiale parce que si après elle est mal construite et qu'il n'y a pas un accord entre vous et le manager, ça va suivre complètement et ça va suivre dès le screening téléphonique. En fait, on ne vous a pas dit, mais évidemment, on est très heureux si vous nous partagez aussi vos expériences, vos retours, vos questions. Il y a un petit chat dans le Zoom que nous, on va lire au fur et à mesure. Et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre pour qu'on les lise, pour qu'on vous réponde et que ce soit vraiment une interaction aussi avec vous et pas seulement un monologue de notre part. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Du coup, ensuite, la deuxième étape, là, on va rentrer dans le vif de l'entretien téléphonique. Une fois qu'on a fait cette étape, voilà, OK, j'ai compris ce que mon manager attend comme type de profil. Je suis en accord. J'ai trouvé, du coup, les bonnes candidatures. Maintenant, je fais des entretiens téléphoniques. Mon but va être de comprendre le candidat. Donc, pendant ces 15 premières minutes de l'entretien téléphonique, le but, c'est de créer du lien et de le comprendre. Donc déjà, dans un premier temps, ça va être un peu de vérifier les indispensables. Alors ça, c'est à vous de voir. C'est vrai que vous n'êtes pas obligé de le faire par l'entretien téléphonique, ça peut se faire par message avant. Mais ce que j'appelle les indispensables, c'est typiquement, ça peut être relatif au lieu, à l'offre. Je m'explique. Nous, chez Stephanie, il est arrivé plusieurs fois, par exemple, je poste une annonce du XUI pour un stage et je reçois plein de candidatures, super, top. Et en fait, en appelant au téléphone, je me rends compte que la personne, elle ne cherche pas du tout un stage, mais une alternance. Ah, du coup, ça ne va pas, c'était pas du tout marqué dans son CV. C'était pas. Quelqu'un veut participer? Ah oui, mince, j'ai pas vu que mon micro était allumé. Excusez-moi. Et justement, je dis que c'était super intéressant en amont de effectivement vérifier via pourquoi pas un questionnaire qu'on pourrait envoyer aux candidats certains points comme effectivement localisation, contrat, etc. Et effectivement, ça, j'y pensais pas et je trouve ça super intéressant. Bref, je coupe mon micro du coup. Merci. Et non, mais en effet, c'est assez important parce que ça vous permet de ne pas perdre 30 minutes au téléphone et de vous dire « Ah bon, je viens d'avoir un coup de cœur pour un candidat qui ne pourra pas venir chez moi. » Et donc, du coup, voilà, je crois que quelqu'un d'autre a peut-être une question ou une remarque? Non, je vois que Huawei P20 Pro n'a pas son micro d'éteint, donc je ne sais pas s'il souhaite intervenir. Bon. En tout cas, n'hésitez pas. Et donc, du coup, après ça, vraiment, moi, ce que je fais toujours, c'est que je demande au candidat de se présenter. En effet, c'est vous qui avez sélectionné sa candidature, donc ça doit être forcément un moment tourné vers lui. Et donc, le but, c'est d'avoir à peu près quelques minutes de présentation où vous allez pouvoir revoir un peu son parcours, ses expériences, etc. Et c'est là où vous allez pouvoir décrypter un petit peu son attitude. Ce que j'appelais l'attitude tout à l'heure, je l'ai dit un petit peu, mais je vais le redire, c'est tout ce qui va être le langage non verbal, souriant, pas très sûr de lui. Et moi, ça va me permettre à un moment de faire des petits liens dans ma tête. Par exemple, pour une candidature en sales, moi, j'ai eu un candidat quand il se présentait qui n'était pas très sûr de lui. Et je me suis dit, bizarre pour un candidat qui n'est pas très sûr de lui. Est-ce que c'est moi qui ne l'ai pas mis à l'aise ou autre? Mais je me suis dit, pour un sales en plus qui va faire du cold call peut-être toute la journée, si déjà là, à l'entretien téléphonique où il parle de lui, c'est-à-dire qu'il maîtrise le sujet, puisqu'il parle de son expérience, il n'est pas très sûr de lui, il y a peut-être un petit problème. Pareil, ce qu'il met en avant dans ses compétences, s'il le met naturellement en avant, généralement, le candidat, ça veut dire qu'il maîtrise. Après, ça ne vous empêche pas, bien évidemment, de lui poser des questions par derrière, de lui poser des études de cas si vous avez un match avec lui, et ça, ce sera à faire dans un second temps, ou même avant, ça dépend vraiment, en fait, du type de profil des entreprises qui peuvent avoir un process différent. Mais aussi, ce que vous allez pouvoir décrypter, c'est comment il s'exprime, sa structure de pensée. Est-ce que c'est quelqu'un de synthétique? Est-ce que c'est quelqu'un de structuré ou à contrario? Pas du tout. Le but, c'est qu'à la fin de cette présentation, vous ayez pris plein de notes et vous vous dites « Ok, c'est bon, je l'ai cerné, je comprends mon candidat. » Et ensuite, ce qui est hyper important, la troisième étape, c'est qu'après, vous allez partir
dans une logique d'explication du poste de l'entreprise qui va être le deuxième temps de l'entretien téléphonique. Et c'est hyper important de dire aux candidats, voilà, il y aura un temps de questions à la fin si tu le souhaites. Pourquoi il faut bien dire à la fin, enfin, moi je préfère dire à la fin si tu le souhaites, c'est parce que si le candidat commence là dès maintenant à poser plein de questions, alors que j'allais naturellement répondre à ces questions par mon discours, ça risque de faire perdre un peu de temps et lui justement à trouver d'autres questions en fait quand je vais dire tout simplement naturellement mon discours. Moi, là, je ne suis pas hyper d'accord avec toi, Clémence, mais du coup, c'est hyper intéressant. Ouais. C'est que justement, poser aussi aux candidats, lui donner l'opportunité de dire est-ce que toi, tu avais des questions déjà à ce stade? Comme ça, je verrai comment je peux y répondre après dans mon discours. Ça fait aussi que tu peux anticiper ces doutes et tourner ton discours différemment pour répondre aussi à ces questions et orienter un petit peu ton discours. Oui. Donc, les deux peuvent marcher. Ouais, mais c'est vrai que moi je le voyais plus comme voilà, le candidat se présente d'abord et donc du coup après ce temps de questions, moi je préfère le faire à la fin, mais en effet ça peut être complètement fait en amont justement pour après essayer de bien structurer le discours et bien répondre aux bonnes questions et d'anticiper, oui, tout à fait. Donc du coup, toi c'est d'ailleurs Jeanne, quelles sont en fait les questions que vous posez un peu chez Linoy? Comment vous structurez un peu cet entretien? Déjà, nous, on considère que l'entretien téléphonique, c'est clé parce que c'est le premier moment en fait où le talent va parler à un humain. Pour l'instant, il a juste échangé par mail, il a envoyé sa candidature, c'est lui qui a fait tout le boulot. Et donc, ce premier contact va vraiment, on va dire, marquer dans son esprit quelle est l'impression qu'il a de l'entreprise pour laquelle il postule. Donc, c'est très important en fait de le mettre dans de bonnes conditions pour qu'il ait envie de se raconter. Et pour nous, recruteurs, c'est aussi hyper important de se dire, je vais quand même un minimum cadrer les questions pour avoir un petit peu à manger, pour qu'ils me disent un petit peu quand même ce que j'attends, pour que je puisse quand même un petit peu qualifier ses compétences. Donc en gros, l'idée, c'est vraiment d'avoir une démarche sans piège, de lui poser des questions très larges, mais quand même lui poser quelques questions pour orienter un petit peu son discours. Du coup, nous, une trame qu'on a souvent, qui fonctionne bien, mais après, je vous invite à faire la trame avec laquelle vous êtes à l'aise, mais c'est toujours intéressant d'avoir seulement 4-5 questions hyper larges, qui ne sont pas fermées et qui vont vous permettre en fait de justement cerner le candidat, comme tu disais Clémence, parce qu'il va être obligé en fait de parler lui-même. Il va pas pouvoir être dans une démarche un peu attentiste de je coche une checklist et le RH me pose des petites questions et moi je me mets les doigts de pied en éventail et j'attends juste pour y répondre et je ne suis pas proactive, je ne pose pas de questions. Et derrière, en plus, je vais avoir l'impression en tant que candidat que cet appel, finalement, c'était presque une suite de CV et d'une lettre de motivation et ce n'était pas le moment de créer du lien. Donc aussi, en tant que candidat, avoir cet espace dans lequel c'est lui qui parle, qui va du coup créer une vraie discussion, c'est un très bon point pour le candidat, pour l'entreprise, parce qu'il va se dire, OK, je suis dans une zone où je peux m'exprimer, où c'est naturel, où c'est spontané et où je crée du lien. Donc déjà, juste dans cet état d'esprit, c'est très important de pouvoir le laisser s'exprimer. Ensuite, alors nous, on a cette trame qui marche très bien, qui nous permet justement de brasser plusieurs thèmes. Donc, comment nous connaît-il? C'est toujours intéressant de savoir comment fonctionne votre marque employeur, donc autant en profiter pour avoir un peu de feedback de la part des candidats. Qu'a-t-il compris du projet de l'entreprise et de la mission? Donc, on commence par le projet de l'entreprise pour savoir justement, comme tu disais Clémence, comment il pitch la boîte, qu'est-ce qu'il a retenu, qu'est-ce qui est important à ses yeux, etc. Comment il s'exprime, comment se structure sa pensée. Et de la mission, là, on va savoir est-ce qu'il a réussi à un petit peu s'approprier les différentes tâches qu'il a pu lire dans la job description et vraiment donner aussi un peu à manger, en profiter pour dire en quoi lui correspond à cette offre. S'il n'a pas le réflexe de faire lui-même le lien entre ce qu'il a compris de l'offre et ce que lui peut proposer et en quoi son profil correspond à l'offre, nous, c'est des petits signaux, comme tu disais tout à l'heure, le petit signal de il postule pour du sales, mais il n'a pas confiance en lui. C'est que des petits signaux qui nous permettent de dire ça veut dire qu'en fait, en termes d'intelligence situationnelle, il ne sait pas forcément très bien se vendre, il n'a pas compris, donc je vais devoir aller chercher, mais déjà, c'est des petits signaux qui me permettent de le cerner. Comment se verrait-il contribuer à ces deux aspects? Donc, ne pas seulement rester sur la mission, mais vraiment extrapoler ça au projet de l'entreprise, en quoi lui se voit participer à, par exemple, nous on prend les talents qu'on recrute chez Linoy, c'est très important qu'il y ait une vraie adéquation avec le secteur de la RH, avec notre vision qui est de rendre les RH beaucoup plus humains, intéressants, stratégiques pour les entreprises, et donc de vraiment adhérer à notre vision de projet.
Et enfin, dans la mission, évidemment, de se dire est-ce qu'il se projette, quels sont ses doutes, qu'est-ce qu'il met naturellement en avance, etc. Alors, on a une question de Marjolaine. Oui. En comparaison, comment abordez-vous la discussion avec un candidat chassé, vs candidature entrante? C'est hyper intéressant. Nous, ce qu'on dit, c'est que ce qu'on dit, c'est que si la personne a répondu par la positive, c'est qu'elle est quand même un minimum intéressée. Et donc, on va essayer dès le début de l'entretien de lui dire bon, voilà, je t'ai chassé parce que ton profil m'intéresse. Mais l'idée, c'est aussi, je pense que si tu as accepté notre conversation, c'est que ça t'intéresse aussi. Et du coup, je veux bien que tu m'expliques ce que tu as compris de la mission. Qu'est-ce qui t'intéressait en fait? Pourquoi tu m'as répondu par la positive? Qu'est-ce qui t'a fait tilt dans ton esprit? Tu t'es dit, en effet, ça me correspond. Et du coup, c'est une manière un petit peu détournée de savoir ce qu'elle a compris, si elle s'est un petit peu renseignée ou si elle est plus en mode, bon, bah, on m'a chassé, donc je suis le client et on va me vendre un projet. Ce qui est quand même assez négatif parce que ça veut dire qu'elle est la personne va être dans un mindset aussi, encore une fois, un peu attentiste et clientéliste, ce qui n'est pas forcément ce que vous allez rechercher dans la personnalité de la personne que vous voulez recruter. Toi, tu as quelque chose à ajouter, Clémence? Ouais, et je pense que c'est tout à fait vrai ce que tu dis, Jeanne. Je pense que comme c'est un match à 50-50, c'est pas parce que le candidat est chassé qu'il peut avoir aussi tous les droits et donc ne pas forcément s'y intéresser parce que c'est pas intéressant pour nous en fait en tant que recruteur. Et du coup, ça vous permet aussi parce qu'un candidat chassé, vous connaissez de nouveau que sur papier en fait cette personne et donc ça vous permet aussi de dire en effet voilà, moi je t'ai chassé aujourd'hui parce que j'ai vu que tu avais ça, etc. Du coup ça m'intéresse, est-ce qu'on peut résumer ton parcours, voilà, quand même essayer de comprendre comment la personne en est arrivée à là, comment elle maîtrise telle chose, etc. C'est quand même important. Complètement. Charlotte, est-ce que tu voulais poser une question? Je crois que ton micro est ouvert. Benjamin, je vois ta question qui est, je pense que notre rôle en tant que recruteur quand on chasse, c'est de vendre l'opportunité. Je suis complètement d'accord avec toi et en fait, ça va être la deuxième partie de notre présentation. Comment engager le candidat, comment lui vendre l'entreprise. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant et c'est aussi une démarche sales de d'abord faire parler la personne. Parce que c'est en faisant parler la personne qu'on comprend aussi ses triggers et qu'on va pouvoir lui vendre d'autant mieux notre projet. Oui, c'est exactement ça. On en parlera après, mais c'est vrai qu'on a un vrai côté sales. Et chez les sales, tu as cette qualité d'écoute dans un premier temps, puisque tu comprends ton candidat. Et après, quand tu l'as bien compris, tu peux justement vendre ton opportunité encore mieux en appuyant sur les points où tu sens que ça va faire plaisir à ton candidat et c'est ce qu'il cherche. Typiquement, et ça marche aussi du coup pour les personnes qu'on chasse, quels sont ces doutes ou ces points d'interrogation. Donc c'est pour ça, moi, je n'étais pas forcément d'accord avec toi, Clémence, tout à l'heure, parce que c'est aussi dans notre trame, donc on a l'habitude de réagir comme ça, de dire spontanément, c'était quoi tes points de doute, c'était quoi tes points d'interrogation. J'y répondrai tout à l'heure quand je te décrirai un petit peu le poste, mais comme ça, je les ai bien en tête et je peux les comprendre. Et enfin, toujours demander les attentes salariales, parce que c'est quelque chose qui peut gêner les candidats de parler de salaire dès le début, et du coup, prendre l'initiative d'aborder le sujet fait que le candidat se met dans une posture vraiment de confiance avec le recruteur. Donc, c'est des petits signaux qui, lui, vont le marquer. Il va se dire, OK, je suis je postule dans une boîte dans laquelle la transparence va être importante et ça me plaît. Ça permet aussi de valider les points hyper importants, de se dire s'il y a une énorme inadéquation de salaire, on peut le savoir tout de suite et pas trop perdre de temps non plus. Du coup, on avait noté un peu les don'ts parce que c'est vrai qu'on a remarqué avec l'expérience qu'il y avait parfois des biais. Nous, en tant qu'Illinois, nos talents nous remontent parfois des expériences un petit peu décevantes de leur call de screening. Et du coup, là, pareil, c'est hyper ouvert et je serais ravie que vous me donniez aussi vos conseils sur ce qu'il ne faut pas faire pendant un call de screening. Mais déjà, 3 qualités, 3 défauts, on n'est pas dans les années 80. Donc, on peut cerner les candidats nous-mêmes, en fait. On peut savoir les 3 qualités, 3 défauts d'un candidat en lui faisant parler. Et on sait tous les milliards de biais qu'il existe quand c'est le candidat lui-même qui va nous donner ces informations-là. Ça, plus le fait que pour le candidat, c'est quand même ultra scolaire, pas très intéressant, et que ça va plutôt aller dans la défaveur de l'expérience candidat. Comme on vous le disait tout à l'heure aussi, les questions fermées ou trop orientées dont la réponse est hyper prévisible. Tu devrais travailler chez nous? Oui, en fait, sinon je ne postulerais pas. Donc, ça n'élève pas le débat.
pas très intéressant. Autre chose à éviter, c'est ne pas rebondir à ses propos. C'est pas parce qu'on vous a dit laissez parler le candidat pendant X minutes pour le cerner, etc., qu'il faut le laisser monologuer. C'est pas très agréable. Il faut rebondir, même si c'est pas des grandes phrases. Ça peut être ah oui, attends, je ne comprends pas. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Vraiment les laisser préciser sa pensée pour qu'il n'ait pas l'impression de monologuer. Voilà. Il ne faut surtout pas, point hyper important, avoir peur de poser des questions, de demander plus de détails sur son job précédent si on n'a pas compris. On a beau être des recruteurs, on ne connaît pas tous les métiers du monde, il y en a à peu près 1 million sur Terre. Et donc, c'est normal, en fait, sur les aspects plus techniques, de ne pas toujours comprendre ce que les candidats ont fait. Et c'est en plus un signe plutôt négatif, encore sur les signaux faibles dont on parlait, de se dire si la personne n'est pas capable de vulgariser suffisamment, c'est aussi un petit manque d'intelligence situationnelle. Donc, vraiment ne pas avoir peur de se mettre dans cette position de attends, t'es dev, c'est pas mon métier, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de vraiment savoir si ça match, donc dis-moi plus. Creusons ce point-là, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu fais ça, qu'est-ce que c'est exactement, pourquoi vous le faites, et vraiment ne pas raccrocher tant que vous n'avez pas eu la réponse à votre doute. Pareil, ne pas avoir peur des questions techniques de la part du candidat. Parfois, c'était toi qui me parlais de cet exemple-là, Clémence, quand par exemple un dev pose des questions ultra techniques sur c'est quoi les langages que vous utilisez le plus et pourquoi vous avez fait ce choix-là et quelle est l'architecture de la plateforme, etc., quel est le service que vous utilisez. Parfois, c'est des questions auxquelles on n'a pas forcément toutes les réponses et c'est normal en fait, parce qu'on n'est pas le manager, on ne travaille pas dans l'équipe. Et du coup, faut se décomplexer complètement, ne pas avoir toutes les réponses, mais plutôt lui dire bah, ça, tu verras ça avec le manager, mais c'est trop bien que tu aies des questions, ça veut dire que tu te projettes. Donc, moi, je suis contente que tu me les poses. Je ne suis pas forcément la meilleure pour y répondre, mais je vais essayer au mieux que je peux. Quoi. Et enfin, de se montrer froid et détaché, ne pas montrer d'enthousiasme. C'est pas parce que c'est lui qui parle et c'est pas parce que vous êtes dans une posture un petit peu de test et d'évaluation que vous n'avez pas à être joyeux, enthousiaste, à rebondir, etc. Se montrer froid et détaché, on retourne dans un call de screening dans lequel le candidat va se sentir jugé, évalué et va raccrocher en se disant j'ai pas trop envie d'y aller. Alors que le but est inverse. Le but de ce call de pré-screening, c'est vraiment que le candidat raccroche en se disant ah bah si tout le monde est aussi sympa que Clémence de chez Staffme, c'est que vraiment j'ai vraiment envie d'y aller, j'ai tout compris, c'était ultra clair, je suis hyper enthousiaste. Ce sera toujours positif, vous aurez toujours le temps de creuser vos doutes à vous plus tard dans le process parce que après tout, c'est un call de 30 minutes, on ne peut pas non plus connaître le candidat par cœur en 30 minutes et on aura encore plein d'autres moments pour l'évaluer. Non, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir peur voilà, de se dire que voilà, vous ne le connaissez pas de A à Z. Il y a des entretiens aussi après physiques ou en visuel avec le contexte qui permettent justement de mieux savoir. Moi, c'est vrai que dans les don'ts que j'ai un peu notés, et après on reviendra sur les petites questions et du coup la remarque de Maxime qui est très intéressante. Du coup, en effet, ce que disait Jeanne, et c'est ce que j'avais un petit peu, moi, mis en avant, c'est qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui vont poser des questions auxquelles on n'a pas la réponse et dire que, bah, voilà, ce n'est pas, vous ne savez pas, c'est faire preuve d'humilité. Vaut mieux faire preuve d'humilité et dire, oula, bah, moi, je ne sais pas, il faudra voir avec le manager, plutôt que s'embourber dans quelque chose où là, le candidat se dit, mais en fait, ce n'est pas très clair. Qu'est-ce qu'elle me vend? Enfin, là, je ne comprends pas. Et l'autre chose aussi, c'est ne pas hésiter à poser des questions sur des choses que vous ne comprenez pas. Moi, typiquement, quand j'ai commencé chez Staffme, mon premier challenge, c'était de recruter des devs. Donc, évidemment, les devs, ça a tout un spectre très large d'outils techniques, de stack, etc., auxquels je n'y connaissais rien. Et moi, en fait, je n'avais pas peur de dire aux candidats excuse-moi, est-ce que tu peux étayer un peu? C'est un peu ce que reprenait Jeanne dans ne pas avoir peur de demander des détails sur son job précédent. Même dans les choses assez techniques, ne pas avoir peur parce qu'en plus, ça montre en fait de l'intérêt et le candidat se dit ah, bah, chouette, elle s'intéresse à mon métier, moi je suis passionnée, donc moi je vais vraiment en parler. Donc, du coup, voilà, moi, c'était vraiment les deux autres points, puisque après, je suis complètement d'accord sur... Mais c'est vrai ce que tu dis, Clémence, sur la partie, en plus, c'est bien vu du candidat, parce que le candidat se dit, j'ai vraiment l'impression d'être compris. On a vraiment voulu chercher à comprendre, et en vrai, Dieu sait que quand on parle d'un job à nos potes, à nos familles, à nos collègues, peu de gens creusent, peu de gens s'intéressent fondamentalement à ce que vous avez fait, et ça fait plaisir de parler de soi-même, donc ça passe toujours bien. Et donc, Alors, du coup, on avait des questions, oui. Oui,
Alors, quelle durée pour le pré-screen, le 15-20 minutes vs le 30-40 minutes? Bah, si tu veux répondre, Jeanne, vas-y. J'aurais tendance à dire ça dépend, un, de la complexité du poste et deux, de la personne que vous avez en face de vous. Si vous faites un avis assez rapide, plutôt négatif ou même très positif sur la personne que vous screenez, ça peut aller assez vite. Nous, généralement, on fait ça plutôt en 30 minutes. On essaie de tenir les 30 minutes. 40 minutes, c'est un petit peu long parce qu'il peut y avoir des redites et on peut un petit peu empiéter sur l'entretien d'après, notamment pour rebondir sur ce que tu dis, Maxime, sur le fait qu'il ne faut pas non plus trop parler du parcours. C'est vrai que généralement, quand ça dure trop longtemps, c'est que le candidat a trop parlé du parcours et ce n'est pas forcément le plus pertinent. Nous, ce qu'on aime bien, c'est ce qu'on dit à nos candidats aussi pour qu'ils réussissent et pour un petit peu les coacher sur leurs entretiens. Si on leur dit de préparer vraiment une présentation de 1 minute et demie maximum sur pourquoi en fait, ce qu'ils ont compris et pourquoi ils postulent et en quoi c'est logique. Et à partir du moment où on a compris la cohérence, on n'a pas forcément besoin de rentrer dans tous les méga détails de alors j'ai passé mon brevet il y a 10 ans à Notre-Dame, à machin truc. En fait, on s'en contrefiche et c'est plutôt très scolaire. Et donc moi, je trouve aussi que c'est le candidat, mais c'est aussi intéressant. Si on pose au candidat, parle-moi un petit peu de pourquoi tu t'intéresses à ce rôle, etc., et qui tombe dans la spirale infernale de je vais te raconter mon parcours depuis le bac, en fait, c'est un signe aussi d'évaluation qui va aller à la défaveur du candidat. Ouais, en fait, c'est vraiment de se dire, s'il prend trop de temps, tu dis, bon, bah, en fait, il ne sait pas structurer, il ne sait pas mettre aussi ses bonnes expériences en avant. Typiquement, moi, j'ai plein de candidats qui ont fait des expériences hyper diverses. Et aujourd'hui, par exemple, ils postulent pour du sales. Bon, bah oui, moi, ça m'intéresse que tu me racontes tes expériences où tu as eu du relationnel, où tu as eu de la vente. Par contre, oui, ton stage d'observation où tu as été dans un bureau informatique, ok, mais pour le poste aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Et en fait, c'est l'intelligence aussi du candidat de l'avoir préparé son entretien et de se dire, bah, je mets mes bonnes expériences, je choisis les bonnes expériences à mettre en avant. Et du coup, je suis synthétique et structurée. Donc, je pense qu'en effet, comme dit Jeanne, il faut ce juste milieu entre je ne parle pas du tout du parcours, où là, je pense qu'en effet, comme dit Benjamin, il faut quand même un petit peu s'intéresser au candidat parce qu'après, ça va permettre, on va y arriver après, mais de susciter l'envie, puisque le comprendre, après, on va pouvoir aussi, l'engager. Mais en effet, il ne faut pas que ça dure non plus trop longtemps et qu'il s'y perde. En revanche, c'est quand même le moment où on peut saisir les perches du candidat pour qualifier ses compétences. Et c'est là où on se retrouve un petit peu dans l'enjeu de comment on qualifie des compétences alors qu'on pose pas les questions frontalement. En fait, il y a un petit peu de deux poids, deux mesures. Il va y avoir, par exemple, pour les compétences très techniques, les langages informatiques, les maîtrises de levier grosses, etc. Évidemment, des questions assez frontales. Est-ce que tu peux juste m'en dire un petit peu plus sur quel budget tu gérais, quels leviers tu utilisais, etc. Ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait pour quand même filtrer un petit peu les candidats entre eux. Mais pour tout ce qui est de compétences un petit peu plus soft, on peut le voir notamment dans les sales, dans les métiers peut-être un peu plus support, etc. C'est super intéressant de savoir ce que naturellement le candidat va mettre en avant, saisir les perches et creuser pour avoir un petit peu plus d'infos, pour justement le qualifier sans qu'il s'en rende compte. Et justement en posant de plus en plus de questions sur la petite partie d'expérience qui nous a révélé, qui nous intéresse, on creuse. Et derrière, évidemment, lors des autres entretiens, on creusera plus, mais ça nous donne quand même suffisamment à manger pour justifier le fait qu'on fait passer à l'étape d'après. Donc c'est un peu un jeu assez subtil. Plus le candidat tendra des perches, plus en fait il cédera à être qualifié. Et c'est ça un peu là, je trouve, le nouveau paradigme de ce call de screening par rapport à les dons où c'est plutôt le recruteur qui va poser toute une checklist de questions. C'est qu'en fait, le candidat va forcément accrocher en se disant ils sont hyper sympas. Mais du coup, c'est presque un piège pour lui parce qu'être très sympa, ça fait que personne n'a essayé de le piéger, personne ne l'a poussé dans ses retranchements et donc c'est vraiment à lui de se mettre en avant naturellement. Et donc c'est un vrai exercice pour lui et un vrai intérêt pour nous recruteurs de se dire qu'est-ce qu'il a réussi à mettre en avant, pourquoi il l'a fait et de rentrer vraiment dans la psychologie du candidat. Bon là je vais un petit peu loin mais je trouve que c'est passionnant comme sujet donc je peux en parler des heures. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions sur ce sujet où on passe justement à la deuxième partie sur engager le candidat? On y va. Donc, en effet, sur ce call de screening d'environ 30 minutes, on a un peu coupé en deux en se disant 15 minutes pour vraiment faire parler le candidat et 15 minutes pour engager le candidat. Donc là, on passe sur la deuxième partie.
Donc, en effet, pour le coup, les 15 dernières minutes, donc c'est donc cet engagement que vous allez avoir du côté candidat. Donc, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure lors des questions, etc. Mais pour moi, surtout quand vous faites du recrutement en interne, le recruteur est le miroir de la culture d'entreprise. Vous représentez l'entreprise et donc, du coup, il y a cet vrai enjeu sales où, dans un premier temps, donc, vous allez écouter pour comprendre le candidat. Et dans un deuxième temps, du coup, vous allez pouvoir l'engager, c'est-à-dire pousser en fait les bons arguments envers votre candidat afin qu'il puisse y avoir vraiment ce fit. Le but, c'est pas de devenir marchand de tapis, par contre, c'est pas de vendre monts et merveilles au candidat, parce qu'en plus, ça va avoir un effet déceptif, c'est que si le candidat vient chez vous, après, il n'y aura pas de rétention parce qu'il va se sentir frustré, il va se sentir déçu et du coup, il va partir ailleurs. Donc, le but, c'est vraiment dans cette juste mesure de dire, OK, moi, aujourd'hui, j'ai décrypté ça de mon candidat. Je pense que j'ai bien compris qu'il cherchait ça aujourd'hui. OK, ben, chez nous, on a ça. Typiquement, moi, je vais avoir des candidats qui vont me dire, bah, voilà, moi, j'aimerais typiquement manager aujourd'hui. Ah ben top, parce que moi, je sais que dans les visions de ton poste, sous 6 mois, on pourra engager quelqu'un. Donc voilà, c'est typiquement lui dire ce genre de choses. Et donc, ce discours engagé, il porte aussi sur plein de points qui sont dans un premier temps les missions, répondre à ses interrogations, mais aussi, je trouve que c'est assez important pour l'engager de lui situer un peu le rôle aujourd'hui avec le contexte de l'entreprise. Est-ce qu'on est sur une création de poste? Est-ce qu'on est sur un remplacement? Donc, ce qui permet en fait vraiment pour lui de doser et de savoir ce qu'on va attendre de lui. Nous, pour vous donner un exemple, on a engagé un gros hacker, là, il n'y a pas très longtemps. Acquisition client, nous, c'était le premier poste qu'on faisait. Donc, du coup, on lui a dit, bah voilà, tu es d'une autonomie folle et on va attendre de toi à ce que tu mettes vraiment ta pierre à l'édifice, puisque c'est toi qui vas être le premier en fait sur ce poste. Ensuite, son équipe, ce qu'on attend de lui. L'humain est hyper important parce que son équipe, c'est là où il va travailler tous les jours avec des personnes. Comment elle est structurée. Son manager, un peu alors, même si j'attends après l'entretien physique avec le manager pour vraiment avoir cette présentation un peu plus étayée. Mais je trouve ça toujours important de dire une petite phrase sur c'est vrai que cette équipe marche un peu comme ça dans sa méthodo. Typiquement, chez les devs, c'est hyper important pour moi de dire il marche en méthodologie agile. Voilà comment ils marchent au quotidien pour faire du coup leur projet. Ensuite, l'esprit de l'entreprise, la vision. Donc là, c'est tout ce qui va se référer à la culture d'entreprise, mais aussi à cette vision dans 1 an, dans 5 ans, quelle va être par exemple la vision de Stephanie, les objectifs quanti et quali, ce qui permet en fait à votre candidat de pouvoir se projeter et dire attends, moi dans 1 an ou dans 5 ans, je veux encore être dans cette boîte parce que là, ce qui me correspond, c'est ce qu'ils veulent, vers quoi ils veulent aboutir. Et ensuite, une fois que tout ça est terminé sur cette partie un peu sales, où justement on essaie de pousser les bons arguments, de convaincre un peu le candidat, c'est la suite d'avoir la transparence sur la suite du process. Moi, je sais que généralement, alors c'est déjà marqué par exemple sur mes job boards ou autres où j'explique un petit peu, mais je dis du coup les prochaines étapes, prochains steps, c'est si du coup ça marche et si ça match entre nous, c'est un entretien physique avec le manager. Ensuite, ce sera un entretien physique avec les fondateurs. Et je lui explique en fait l'intérêt des entretiens. Pourquoi avec le manager? Le manager, c'est pour voir s'il va y avoir ce fit déjà en termes de management. Si toi, tu te vois en fait être managé par cette personne et si ton manager se dit ok, pas de souci et tout en termes de management, ça pourra bien coller. Voir aussi les compétences métiers parce que moi, c'est vrai que j'ai pas tout non plus de A à Z. Et l'entretien fondateur, par exemple, c'est plus globalement sur l'entreprise. Est-ce qu'il sera en capacité de bien s'intégrer à l'entreprise? Est-ce qu'il partage la vision? Est-ce qu'il adhère au projet? Est-ce qu'il l'aime? Est-ce qu'il le comprend? Ce genre de choses. Et aussi la durée. Parce que le but, c'est de dire au candidat, ça peut être un entretien, le tout, le process dure tant de temps, ce qui fait que le candidat peut permettre un peu de se projeter. Voilà, je ne sais pas si toi, Jeanne, il y a d'autres choses que toi tu vois rajouter, des choses que vous faites chez Lineuil spécifiques? Je suis hyper alignée avec tout ce que tu as dit.
sur le pourquoi du comment chaque process a lieu, quels seront les moments clés, qu'est-ce que tu devras montrer, qu'est-ce que tu devras tester, etc. Donc, rien à ajouter à ce stade. Il y a Benjamin qui donne un bon conseil, je trouve. Personnellement, j'envoie souvent un mail post-clinictel avec un récapitulatif du process, plus les profils LinkedIn des intervieweurs, des conseils pour se préparer, par exemple la méthode STAR, ainsi que quelques articles de presse. Je trouve ça génial, en fait, Benjamin, ta démarche de je veux aider mon candidat à réussir ses entretiens. Et ce sera pas, on n'est plus du tout dans cette démarche de je vais le piéger, je vais essayer de chercher la petite bête, etc. Mais plutôt, je vais lui donner toutes les clés pour qu'il se révèle à nous et qu'on ait vraiment toutes les informations possibles pour savoir si ça match avec nous ou pas. Donc, je trouve qu'en termes d'engagement et même de ROI pour le recruteur, c'est super, c'est un super bon conseil. Et du coup, moi, je voulais plutôt vous parler aussi de la démarche sales et de l'état d'esprit sales qu'il faut avoir autour de ces thèmes qu'il faut absolument aborder pendant cette deuxième partie. Il faut savoir que, comme tu le disais, Clémence, déjà, la partie sales en fait, du métier de recruteur est très, très importante. Et j'aurais même envie de dire qu'en fait, un recruteur, c'est une petite BU à part entière dans l'entreprise. Et du coup, en fait, les RH doivent gérer en fait, tous les métiers de l'entreprise au service de leur recrutement. Ils doivent gérer des leviers grosses pour attirer leurs talents. Ils doivent gérer du marketing et de la brand pour avoir une belle marque employeur et être attractifs. Ils doivent être très ops-oriented pour pouvoir gérer leur pipe, s'organiser, pouvoir héroïser un petit peu leur budget, etc., etc. Donc, c'est super important d'être très ops aussi dans l'état d'esprit et avant tout, en effet, d'être sales. Parce que sales, c'est ce qui va vous permettre d'emmener le candidat jusqu'au bout. Et donc, ça peut être soit en lui donnant à manger, comme tu disais, Benjamin, mais ça peut être aussi juste dans la démarche et dans l'état d'esprit, mener à la fin du call de manière super fine, mais qu'à la fin, le candidat raccroche en disant « Ah, ça a vraiment l'air génial ». Donc, comment faire? Donc, il faut savoir, en effet, comme tu disais tout à l'heure, le recrutement, c'est 50-50. Aujourd'hui, le candidat, il juge autant qu'il est jugé. Et donc, c'est important de lui donner un peu à manger. Et avant de vous parler des choses à valider à la fin de l'entretien, je voulais aussi vous parler un petit peu de comment, en fait, réussir cette phase sales sans être vendeur de tapis. Donc, c'est pour ça aussi qu'on l'a fait parler pendant un petit quart d'heure. C'est parce c'est pour nous donner aussi à manger en tant que recruteur sur c'est quoi ces doutes, c'est quoi ces triggers, c'est quoi les choses que nous aussi on a un petit peu envie de valider. Comme ça, on pourra faire un peu d'anti-sales pour voir s'il est vraiment motivé sur cet aspect-là de la mission sur lequel on a un petit doute. Et du coup, c'est hyper important d'avoir déjà en amont, grâce à la scorecard, défini les axes différenciants de la mission et de l'entreprise, de dire qu'est-ce que je vais mettre en avant. Et parmi tous ces axes, piocher ceux qui correspondent aux triggers du candidat et qui vont vraiment faire la différence à ses yeux. Dans un second temps, ça va être de rebondir à ce qu'il a dit. Donc, nous, on aime bien savoir ces questions un petit peu en avant, justement, pour pouvoir y répondre et se dire, je sais qu'il m'attend un petit peu au tournant là-dessus, donc je vais le rassurer de manière super fine sur ses doutes. Je vous donne un exemple. Un recrutement qu'on est en train de réaliser sur du brand design. Il y a pas mal de free, en fait, qu'on va chercher. Et beaucoup de questions de la part de ces freelances sont mais j'ai un peu peur de rejoindre une grosse équipe parce que là je suis hyper autonome, c'est trop bien et les grosses équipes quand même je vais perdre en créativité, j'ai pas trop l'habitude d'être managée donc comment ça se passe, c'est qui le manager, c'est quoi la structure de l'équipe, etc. Et du coup moi à travers ça je vais vraiment comprendre, il a un peu peur de perdre sa créativité, il a pas envie d'être trop managé parce qu'il est très content de son autonomie et du coup il faut que je le rassure aussi sur cette partie-là. Et donc je vais tourner la réponse, mais sans vraiment lui donner l'impression de répondre à sa question, lui dire bah, tu vois, tu me demandais, tu t'inquiétais un petit peu de la taille, mais en fait, il faut aussi voir ça autrement. Le fait d'avoir une aussi grosse équipe créa fait qu'en fait, ça montre que l'aspect stratégique pour l'entreprise, ça montre que des ressources ont été mises pour favoriser justement la créativité. Et donc, en fait, ils ont une structure telle et non segmentée pour qu'en fait, entre créa, vous puissiez aller au bout de vos idées, avoir les moyens d'aller au bout de vos idées et justement avoir une vraie émulation on est tous ensemble dans la même pièce et donc on peut se mettre au parfum des dernières tendances, des dernières créations un peu jolies et de vraiment justement pouvoir emmener l'entreprise plus loin. Et toi, en tant qu'ancien free, de pouvoir être à la pointe en fait de ce métier-là, ce que tu ne pourrais pas avoir si tu étais tout seul. Donc en fait, vraiment toujours essayer de tourner en avantage ce qui paraissait au début comme un inconvénient. Donc voilà, et après,
Si le talent ne semble pas être convaincu, c'est pas une catastrophe en fait. Ne baissez pas les bras tout de suite. Si vous sentez qu'il est un peu mou, qu'il est moins engagé, etc., faut pas se dire bon bah je suis vexée, il veut pas de mon poste, donc je veux pas de lui non plus et force un peu le trait hein, et rapprochons, arrêtons-nous là. Nous, quand un candidat nous dit qu'il n'est pas intéressé par une offre, fine, mais on veut comprendre pourquoi. Et je n'arrêterai pas de lui poser des questions et de creuser ses raisons tant que je ne suis pas d'accord avec lui. Et donc, j'arrêterai cette partie sales et cette partie d'explication de l'entreprise et de la mission quand j'aurai vraiment été d'accord avec ces raisons qui m'expliquent pourquoi, en fait, ce rôle ne lui convient pas. Souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que quand les talents disent je suis pas hyper chaud en fait pour faire par exemple disons du sales parce que moi je me serais plus vue en AM, donc là j'ai postulé, vous êtes allé me chercher, donc pourquoi pas en parler, mais c'est vrai que moi en fait la prospection je veux pas en faire, donc je voulais valider avec vous qu'il y en avait pas, vous me dites qu'il y en a, donc franchement je pense que je vais pas te faire perdre de temps, je vais m'arrêter là. Bah, en fait, je vais pas me décourager, je vais plutôt lui demander pourquoi tu veux pas faire de prospection. Il va m'expliquer que c'est parce que dans son ancien rôle, c'était du cold calling toute la journée sur des tout petits paniers moyens avec aucune ressource mise en place d'automation, d'aide à la prospection, de support technique, de CRM, etc., qui fait que évidemment c'était un enfer de faire de la prospection. Bonne nouvelle, pour le rôle dont je lui parle aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Il y a une grosse équipe, il y a des méthodos, il y a des leads entrants, il y a du support, etc. Et donc, reparlons-nous-en. Est-ce que dans cette optique-là, tu serais quand même chaud pour faire du sales, sachant que je trouve que tu as le tempérament pour? Et là, vraiment creuser. Et s'il est toujours pas chaud, bah, dire mais attends, mais je comprends pas du coup, parce que AM, tu vas peut-être un petit peu t'ennuyer, parce que tu as l'air d'aimer énormément le challenge, d'aimer les chiffres, d'aimer avoir un impact aussi direct sur l'entreprise. Et vraiment, je vais dire bah ok, tu as raison, c'est pas bon pour toi, et j'étais bien contente de comprendre pourquoi ça ne t'intéressait pas, seulement quand moi-même je serais d'accord avec lui. Du coup, voilà pour cette partie-là. Et je trouve que c'est important aussi à la fin de faire un petit débrief. Bon, bah maintenant, quand tu as tout expliqué, qu'on a répondu à tes questions, est-ce que tu arrives toujours à te projeter, plus à te projeter, moins à te projeter? Qu'est-ce que tu attends de la future équipe, de ce que je t'ai dit? Quelle est ton analyse du projet de l'entreprise par rapport à ce que tu m'as dit tout au début du call quand tu me disais ce que tu avais compris? Et quelles sont en fait tes contraintes par rapport à ce rôle? Quels sont tes doutes? Et s'il faut, reparlons-en. Prenons-nous 5 minutes de plus pour vraiment faire le tour du sujet. L'idée, c'est vraiment de boucler la boucle et de se dire, on raccroche en étant aligné. C'est comme si c'était un mini CR à l'oral. On est aligné sur ce qu'on s'est dit, sur le match ou le pas match, sur la compréhension de la mission. C'est bon, il se projette. Donc maintenant, il a toutes les cartes en main pour être vraiment engagé dans le process. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que Clémence, toi, tu veux ajouter quelque chose? Non, pour moi, globalement, enfin, je suis vraiment d'accord avec toi d'essayer vraiment de comprendre. Bah voilà, dès que il peut être rebuté par quelque chose, ça peut être aussi dû à une mauvaise expérience, c'est aussi le rassurer si là on sent que nous, on va pouvoir lui offrir quelque chose de nouveau. Donc non, ça, je suis complètement en accord avec ce point. Et voir son analyse du projet d'entreprise, c'est top, quoi. Parce que ça permet vraiment de confirmer en fait ce match. Trop bien. Bah, je passe à la dernière partie. Donc là, normalement, on a fini le call de screening. On raccroche et on lui dit, on te donne des nouvelles sous 70 heures maximum. Hyper important de lui donner encore la next step, d'être transparent, comme tu disais, Clémence, pour ne pas le décevoir. Et aussi, petit conseil, ne jamais lui donner la réponse tout de suite, même si vous êtes ultra enthousiaste. Parce que parfois, moi, je sais qu'il y a des personnes que j'ai au téléphone qui peuvent être très charismatiques, vraiment très agréables. Et du coup, je vais vraiment spontanément être super closée par eux. Et parfois, en fait, il y a des doutes qui vont... faut que je dorme dessus, en fait. Il y a des petits doutes qui vont se mettre dans le coin de mon esprit. Et le lendemain, je me dis, ah, j'aurais peut-être pas dû m'engager autant parce que j'ai quand même quelques doutes. Et du coup, dites-lui que vous allez lui répondre très rapidement. Donnez-lui envie de continuer. Dites-lui que l'appel a été très intéressant, que vous avez passé un très bon moment, mais n'en dites pas plus. Ne vous engagez pas outre mesure. Il faut laisser un petit peu décanter tout ça. Oui, c'est vrai que du coup, il y a plusieurs donc, façons de réagir, c'est-à-dire qu'après cet appel, déjà, vous, ça vous permet de jauger, ok, entre tous mes candidats que j'ai eus, avec lequel déjà j'ai eu le plus de fit, avec lequel je vois cette personne s'intégrer du coup dans l'entreprise. Donc vraiment, ce but, c'est d'avoir une meilleure visibilité sur le candidat. Si le screening il est positif, dans tous les cas, moi ce que je fais, c'est que je fais un récap au manager détaillé
où je structure bien. Donc, parcours, expérience, qualité, ce qu'il attend aujourd'hui, ce qu'on peut lui offrir en management, enfin ce qu'il cherche, enfin vraiment un peu tout, de façon à ce que pour le manager qui ne l'a pas eu au téléphone, ce soit assez visuel et qu'il puisse bien voir en fait un peu mieux décrypter le candidat en plus du CV. Et ce que je fais, c'est que du coup, pareil, dès que je sens un candidat plus qu'un autre, je vais pusher ce candidat. Donc, c'est-à-dire que je vais donner ma reco, puisqu'on est toujours dans une relation partenariale avec le manager, où je dis, bon, ok, lui, c'est top profil, coup de cœur, etc. La proposition d'entretien physique, c'est vrai que moi, 72 heures, en effet, c'est une moyenne. Après, ça dépend. Pour ma part, en tout cas, je sais. Et ça, c'est une question qu'on n'a pas trop dit avant. Mais moi, c'est intéressant pour moi de poser la question, où en es-tu dans ton process? Aussi bien que ce soit pour un candidat chassé que pour un candidat entrant. Chassé, typiquement, est-ce qu'aujourd'hui, tu as répondu à mon offre, tu es intéressé, mais à quel point? Est-ce que tu es en recherche active? Pas du tout. Est-ce que un candidat entrant, où il en est dans son process? Est-ce qu'il est à la fin des process? Est-ce qu'il y a plein d'autres entreprises autour? Est-ce que, à contrario, il en est au tout début et on est un peu à la seule entreprise? Et je sais que moi, j'essaie, quand j'ai un gros coup de cœur et que, par contre, le candidat a plein d'attentes de diverses entreprises sur plein de postes, j'essaie d'accélérer un petit peu et de dire au manager, attends, là, il faut que tu me donnes ta réponse assez rapidement parce que, moi, j'ai trop envie de le rencontrer. Mais il y a l'environnement qui fait que c'est un petit peu compliqué parce qu'il attend des réponses par-ci, par-là. Et du coup, si jamais, donc après, lui proposer donc, cet entretien physique au candidat, moi, ce que je fais aussi un peu comme Benjamin, c'est que j'envoie en fait au candidat une petite présentation de notre culture d'entreprise afin que visuellement, il puisse voir des photos, des vidéos. Surtout assez important quand vous n'êtes pas sur peut-être des job boards comme Welcome to the Jungle, qui sont vraiment les job boards typiques de marque employeur où on voit plein de photos, plein de vidéos. Ça peut être assez sympa que le candidat ait en fait ça en main quand vous faites du recrutement en interne. Et si jamais le screening du coup est négatif, il faut quand même contacter le candidat pour lui expliquer le refus. Moi, j'essaie au maximum de passer des appels. Pourquoi? Parce que je l'ai eu au téléphone, on a eu un premier contact humain. Donc, j'essaie au maximum de continuer le côté humain en lui expliquant bien ce refus. Le but, c'est pas simplement de lui dire « t'as pas été pris, bonjour, tu n'as pas été pris parce que telle raison ». C'est vraiment de peser, en fait, de faire cette balance, de dire moi, j'ai bien aimé ça chez toi. C'est vrai que ça a été très bien. Par contre, ça a été un point un peu bloquant. Voilà ce qui ne va pas et lui donner des conseils un peu pour la suite. Si jamais vous n'avez pas le temps, parce que ça peut arriver. Moi, j'avais une question sur la chaîne Slack Recruiters Kitchen d'une jeune femme qui a dit moi, comment je fais pour dire non après mes entretiens téléphoniques? J'en ai plein. Enfin, au pire, ce que vous pouvez faire, c'est faire un email, mais proposer au candidat, si tu veux en savoir plus, je te propose du coup qu'on s'entretienne par téléphone, si vraiment vous n'avez pas le temps. Et par contre, si vous avez plusieurs non-go, plusieurs screenings négatifs, là, c'est, je pense, à vous de revoir avec le manager et se dire, OK, cette première étape, en fait, de scorecard, de compréhension du besoin avec le manager, il y a soit un truc que j'ai manqué, soit moi, je n'ai pas bien conseillé mon manager de base. En fait, je me suis rendu compte de certaines choses et il faut qu'on en parle avec lui pour réajuster un petit peu sa demande. Donc je ne sais pas si toi, Jeanne, il y a autre chose que vous faites chez Illinois ou pas dans ce screening? Écoute, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que c'est important que le deuxième point de donner votre recommandation, ça soit vraiment en plus le poids du RH, je trouve, auprès du manager. C'est limite ce qu'il faut mettre en premier, en fait. En fait, votre avis à ce stade est plus important que l'avis du manager parce que vous êtes la seule personne de l'entreprise à avoir parlé au candidat. Donc, il faut que le manager absolument vous fasse confiance sur cette partie-là. Si jamais, a posteriori, après tous les entretiens que le manager a fait passer au candidat que vous avez poussé et que le manager avait refusé le candidat après coup, c'est intéressant de se dire, dans une démarche de feedback et d'amélioration et d'itération, je vais voir le manager et je me dis pourquoi mon matching ne correspondait pas à ton matching à toi.
Généralement, c'est en effet les critères qui ont été mal définis en amont, une mauvaise appréhension de la scorecard, etc. Et c'est pas du tout de la faute du RH, c'est en fait le travail qui avait été mal fait en amont. D'où l'importance, on revient au début, de vraiment prendre le temps, plus de temps qu'il n'en faut pour vraiment cerner le besoin. Donc ça, voilà. Pour rebondir aussi à ce que tu dis, Benjamin, sur le fait que c'est quand même dommage de ne pas répondre à chaud parce que c'est plus pratique aussi pour fixer les next steps, d'avoir la personne au téléphone. C'est vrai que c'est hyper pénible les allers-retours de t'es dispo là, voici 3 dispos, donne-moi 3 dispos, etc. Donc, soit si tu es vraiment convaincu par le candidat, évidemment, continue de faire ça et c'est en effet plus efficace. Rien ne t'empêche, si tu as des tout petits doutes et que tu préfères dormir dessus, et que finalement c'est positif, de rappeler le candidat et de fixer la next step par téléphone. En plus, je trouve que ça a l'avantage de pouvoir lui faire un débrief aussi de pourquoi tu fais passer la next step. C'est toujours intéressant de te dire, voilà, toujours dans cette optique de, en fait, maintenant, le talent, c'est un peu mon poulain en interne, parce que si je l'ai fait passer, je me suis aussi mouillée, moi, en tant que recruteur, donc j'ai envie que ça marche un petit peu, de lui dire, bah voilà, moi, ce que j'ai bien aimé chez toi, c'est ça, ça, ça. En revanche, je fais attention à la prochaine étape, à telle partie, parce que je sais que le manager, c'est hyper important, par exemple, d'être très structuré et synthétique. Et moi, c'est vrai que parfois, tu m'as un petit peu perdu quand tu me racontais ton parcours, donc fais très attention à la prochaine étape d'être plus synthétique. Le double avantage, c'est que vous créez la confiance auprès du candidat et qu'en plus, vous allez pouvoir donner cette information au manager que vous lui avez donné ce conseil. Si le manager voit qu'il n'y a aucune amélioration entre ce que vous avez dit au candidat et ce que le candidat a effectivement fait, c'est qu'en fait, le candidat n'a aussi manque d'adaptabilité et manque d'apprentissage. Donc, en fait, servez-vous aussi de ces process pour tester le candidat sur sa capacité d'adaptation, d'apprentissage, d'autant plus si le candidat est un jeune diplômé ou quelqu'un un peu reconversion. Ça vous permettra de pousser aussi au manager des profils peut-être un petit peu plus atypiques qui cochent peut-être un petit peu moins de cases parce que vous pourrez justement essayer de pousser le candidat, de le faire réfléchir, de le faire évoluer au fur et à mesure des entretiens pour voir si en effet il matche plus le rôle à la fin qu'au début. Et c'est surtout aussi que ça vous permet, moi je trouve, enfin, si jamais en tout cas le screening est négatif, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire qui est intéressant. C'est peut-être pas le candidat d'aujourd'hui, mais ce sera peut-être votre membre d'équipe de demain. Donc en fait, lui faire un retour, ça permet en fait de garder le lien. Moi, j'essaie au maximum quand, bah voilà, c'était pas la bonne personne au bon moment, mais je sais que cette personne, en vrai, elle va fitter, enfin, avec l'entreprise, voilà, mais c'est pas le bon poste pour elle. Je la vois pas là, pas à ce stade. Bah, je cherche toujours à garder en fait son CV. Je dis bah voilà, on reste en contact, etc. Moi, je te conseille ça par la suite, mais ça permet en fait de garder le lien et d'avoir cette relation plus humaine. Et ce qui fait que moi, dans 4 mois, peut-être moi, je vais retomber, sur une annonce va tomber, je me dis, ah mais attends, en fait, ce candidat-là, je l'avais déjà eu au téléphone, en fait, il serait top pour le poste, je pense. Bah, de pouvoir le rappeler, de pouvoir le réengager avec lui, de voir où il en est. Et en fait, bah ouais, de pouvoir ce que lui se dise, ah bah, trop cool, en fait, elle m'a pas raconté n'importe quoi. Et on a bien gardé contact et voilà. Non. Et je rajouterais un dernier élément sur l'expérience talent et sur le fait de bien soigner la fin des process. Là, on parle de screening téléphonique, mais c'est valable pour absolument toutes les étapes du process. Soigner la rupture, entre guillemets. Plus elle sera propre et évidente et expliquée, et plus le candidat aura adhéré à votre conclusion, plus il aura un bon souvenir de vous, quand bien même il n'y a pas eu de suite. Donc, soit tu parlais, Clémence, du fait qu'il peut y avoir une suite quand même plus tard si le talent était hyper quali, mais pas exactement sur le bon poste. Mais quand bien même ne correspond pas du tout à votre culture d'entreprise, il ne correspond pas du tout au métier, aux missions, etc., que vous voulez lui faire faire, en termes de marque employeur, c'est comme ça que vous allez créer de la notoriété. Donc, vous allez créer du bouche à oreille. Nous, il faut savoir chez Linoy que 35% de notre acquisition, c'est du bouche à oreille. Parce que nous, en fait, on a un incubateur de talents, donc les talents s'inscrivent automatiquement chez nous, spontanément, et nous qui sommes vraiment dans une démarche de proactivité, donc c'est très bien, mais c'est surtout qu'ils ont entendu parler de nous en bien, parce qu'on soigne, même dans nos refus, on n'accepte pas tous les candidats dans l'incubateur, mais on soigne nos refus, on explique, on fait grandir. Et cette démarche d'accompagnement du talent fait qu'ils vont parler de bien partout ailleurs, ils vont peut-être vous pousser le candidat qui correspond à vos attentes parce qu'il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Il achètera votre produit, alors que si finalement il a un mauvais souvenir avec vous, peut-être que vous perdez un consommateur final. Il peut vous recommander à des entreprises. En fait, c'est tellement vertueux le fait d'avoir parlé à un candidat, d'avoir créé du lien avec quelqu'un. Le ROI, en fait, il est multiple. Vous pouvez derrière, les résultats et les retombées peuvent être complètement décorrélés de la RH, mais peuvent être super positifs pour votre entreprise. Il faut toujours avoir ça en tête.
Quand vous avez un doute, quand vous n'avez pas le temps, quand vous avez une petite flemme, vous êtes de mauvaise humeur, etc., bah, ne le faites pas aujourd'hui, faites-le demain. Mais dites-vous toujours, il faut toujours proposer une expérience chouette aux candidats parce que si c'est mal fait, ça peut être la catastrophe en termes de marque employeur, en termes de recommandations. Tu pourrais même avoir une évaluation Google super nulle juste parce que tu as eu un entretien téléphonique un peu pourri. Donc l'idée, c'est vraiment de soigner vraiment la relation de A à Z avec le candidat. Et ça, je pense que c'est vraiment ça qui fait que le recruteur de demain sera aussi dans l'entreprise beaucoup plus valorisé qu'il ne l'est aujourd'hui et que vous aurez vraiment un rôle à jouer, un rôle strat et que vous aurez aussi un poids auprès des managers, une émancipation énorme auprès des managers et que vous pourrez aussi jouer un petit peu plus avec les profils que vous leur proposez. Donc voilà, maintenant je pense qu'on a tout dit. Donc si vous avez déjà merci de nous avoir suivis pour ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Nous on a encore un peu de temps pour répondre à quelques questions ou remarques que vous pourriez avoir. Est-ce que déjà, peut-être en termes de débrief, est-ce que ça vous a aidé? Est-ce qu'on a enfoncé des portes ouvertes et on vous a rien appris? Ou est-ce que finalement, ça vous donne un petit peu des idées, ça vous fait réfléchir? Un petit débrief à chaud pour savoir aussi si ça vous a plu. Ok. Benjamin, tu dis que tu peux parfois être un peu plus sales avec tes candidats. N'hésite pas si tu veux qu'on s'appelle pour qu'on se fasse un petit coaching avec plaisir pour voir un petit peu les améliorations que tu pourrais avoir. C'est vrai que c'est un vrai travail à avoir, c'est pas forcément très naturel, mais c'est pas. Il faut les gens qui se sentent pas sales dans l'âme peuvent être des très bons sales, ça s'apprend. Et du coup, n'hésite vraiment pas à mettre ça en avant et je suis disponible si tu veux qu'on en discute. Merci Julie pour tes remerciements. Et puis, passez une bonne journée. Et puis, on est disponible si vous avez des questions. On partagera l'enregistrement dans les prochains jours si vous voulez le revoir. Et puis, en tout cas, c'était un vrai plaisir de parler avec vous et de vous présenter un petit peu notre état d'esprit autour du recrutement. Bon, super. Écoutez, merci à tous et on vous souhaite du coup une très belle journée. Au revoir.